Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart à 12h30. Tout d'abord, une demi-heure pour prendre le pouls de la séance boursière à la mi-journée avant la grande édition du soir. 1 heure cette fois-ci pour revenir sur l'actualité politique, économique et surtout financière dans Smart Bourse. Je vous rappelle que Smart Bourse est en live mais aussi en replay sur bismart.fr et que vous pouvez retrouver Smart Bourse en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, les marchés européens et notamment le CAC 40 continuent leur temporisation suite à une semaine dernière qui s'est terminée en recul pour les grandes places financières européennes et américaines. Le CAC 40 qui évolue actuellement proche de ses niveaux de clôture de vendredi alors que les marchés digèrent les événements du week-end en Russie. La rébellion surprise éclair du groupe Wagner qui réclamait notamment plus de matériel pour continuer les offensives en Ukraine s'est finalement soldée dimanche par une annulation de la marche vers Moscou. Evgeny Prigojine, le dirigeant de Wagner, a depuis accepté de s'exiler en Biélorussie. Quelle analyse faut-il faire de cet épisode d'un point de vue marché ? Est-ce que cela montre une perte d'influence de Poutine en Russie et cela pourrait-il avoir des conséquences sur la guerre en Ukraine ? Nous en parlerons dans un instant dans Smart Bourse. Nous évoquerons donc évidemment ces marchés qui, cette semaine, vont avoir les yeux rivés sur les grands rendez-vous macroéconomiques avec notamment de nouvelles prises de parole des banquiers centraux. À noter que le forum annuel de la BCE a débuté ce matin et se tiendra jusqu'à mercredi. Un forum où les prises de parole de Christine Lagarde, Jérôme Powell, mais aussi Andrew Bailey, le gouverneur de la BO, ou Kazuo Ueda, celui de la BOJ, seront suivis de près. Ils interviennent d'ailleurs tous les 4 lors d'une table ronde qui se tiendra mercredi après-midi. Les marchés suivront également la publication de l'indice IFO en Allemagne pour le mois de juin aujourd'hui. Avant les indicateurs de confiance des consommateurs de part et d'autre de l'Atlantique, l'estimation du PIB au premier trimestre aux États-Unis et bien sûr les chiffres d'inflation, que ce soit en zone euro ou aux États-Unis en fin de semaine. Et puis évidemment, comme tous les débuts de semaine, nous commencerons cette nouvelle semaine avec le plan de trading qui nous sera détaillé aujourd'hui par Vincent Bois, analyste technique chez IG. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Bourse. Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Et nous commençons tout de suite la semaine boursière avec le plan de trading. Pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés en plateau par Vincent Bois. Bonjour Vincent Bois. Bonjour. Vous êtes analyste technique chez IG. Alors on le disait en introduction, après 2 semaines de décisions de politique monétaire des banques centrales, donc la Fed, puis la BCE, puis la semaine dernière la surprise de la Bank of England, la Banque du Japon également qui a exprimé son soutien toujours persistant à son économie. Une nouvelle semaine s'ouvre avec de nombreux indicateurs économiques et encore des prises de parole de banquiers centraux. Oui, tout à fait. Une semaine à surveiller. Pour le moment, les marchés ne regardent pas forcément les données économiques ou même les banquiers centraux qui continuent d'avoir un discours un peu moins accommodant tout de même. Mais à un moment, on aura probablement un retour de ces marchés. Cette semaine, on a effectivement un début de semaine qui est un peu plus calme, certaines données économiques, mais cela va s'accélérer avec le forum économique au niveau de la zone euro, avec effectivement, comme vous le disiez, les banquiers centraux qui se retrouvent, Jérôme Powell qui est tout de même le plus écouté, mercredi puis jeudi. Entre ces 2 interventions de Jérôme Powell, on aura les stress tests aux États-Unis. On surveillera tout de même cela avec attention. Et puis en fin de semaine, cela va s'accélérer sur les données économiques et notamment les prix PCE, donc l'indice des prix à la consommation des ménages aux États-Unis, qui pourrait peut-être avoir un impact, même si jusqu'ici, même si nous avons eu certains rebonds de l'inflation, les marchés continuaient de progresser. Donc on se demande quel facteur pourrait avoir un impact réellement baissier, même si la semaine dernière était plutôt sur une consolidation, il n'y a pas d'accélération baissière. Et si nous n'avons pas de réelles mauvaises nouvelles, pourrait permettre finalement un autre rebond, un léger recul, pourrait permettre justement à certains gérants de rentrer à nouveau sur certaines positions qu'ils ont peut-être ratées il y a quelques semaines. Donc on s'attend à une volatilité, on voit le VIX qui commence à rebondir doucement mais qui est très très bas et on attend peut-être un catalyseur qui nous donnerait une confirmation que ce rallye peut tenir ou au contraire un retour en arrière parce qu'on a quand même des données économiques, que ce soit en Allemagne, on l'a vu ce matin encore avec l'IFO ou encore au niveau de la zone euro, aux États-Unis ou en Chine. On regardera d'ailleurs les profits des sociétés industrielles, les PMI également manufacturiers ou de services qui pourraient nous donner justement peut-être un retour en arrière ou en tout cas
amener un doute sur les marchés sur cette hausse. Mais pour le moment, le début de semaine, on n'attend rien d'important. Donc peut-être que les marchés vont profiter pour rebondir avant de surveiller un peu plus en fin de semaine. Techniquement, si on regarde la tendance du CAC 40 par exemple, alors effectivement on voit, alors peut-être pas une consolidation mais une temporisation. Pour autant, la dynamique reste haussière. On a l'impression que tant qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles, on continue à progresser même si on ne sait pas pourquoi. C'est ça ? On a quand même de mauvaises nouvelles, mais qui ne sont peut-être pas prises en compte parce qu'on voit un rallye qui s'est construit sur la fin de l'année dernière ou au début de l'année pour le Nasdaq 100 qu'on verra tout à l'heure, malgré tout de même une inflation qui reste élevée, des taux qui dépassent les 5% au niveau de la Fed, et on a un rallye qui ressemble à celui qu'on a vu finalement en 2021 lorsque les taux de la BCE et de la Fed étaient à 0%. Donc il y a quand même des questions à se poser sur l'impact de ces hausses de taux. Bien sûr. On verra d'ailleurs au niveau des stress tests. Au niveau du CAC, et au niveau technique, on a quand même un retour en arrière, mais toujours en parlant de graphique ou d'analyse technique, on est sur des niveaux qu'on a déjà testés il y a près d'un mois maintenant. On est sur ces niveaux, on ne va pas sur le bas du range. Donc au niveau technique, même si on a un retour en arrière un peu plus important, peut-être avec les discours qu'on attend mercredi ou l'inflation en fin de semaine, un retour sur les 6850, 6900, ce plus bas que l'on a vu en mars, c'était au moment justement des faillites bancaires, qui finalement, ces faillites bancaires ont permis une nouvelle accélération. Donc pour le CAC, on a plusieurs données qui pourraient nous amener à une baisse un peu plus importante, mais on pourrait voir un rebond ou un maintien sur ces 6900, 7000 entre les banquiers centraux, l'inflation bien entendu, et puis les PMI en Chine qui pourraient avoir un impact parce que le CAC, ce rebond, s'est fait notamment sur le rebond en Chine qui est tout de même à confirmer. Nous n'avons pas de rebond important pour le moment. Donc les 6900 pourraient être atteints. Si on se maintient là-dessus, ça permettra justement aux gérants ou aux investisseurs de racheter cette baisse légère par rapport au rebond que nous avons. À plus court terme, ici, on est sur un niveau, on le voit, qu'on a testé en juin. Si on se maintient sur ce niveau, parce que comme les indices américains ont plutôt consolidé la semaine dernière, on pourrait tout de même voir une tentative de rebond en début de semaine. Donc à ce stade, et malgré la temporisation que l'on voit, pas d'indicateur technique d'une tendance baissière potentielle à venir? Non, pour le moment, c'est simplement une respiration. Effectivement, les marchés se posent les questions de est-ce que ce rebond est réellement justifié ou non. On va donc attendre les statistiques, les commentaires, qui jusqu'ici n'ont pas forcément beaucoup d'impact sur les marchés. Mais au niveau technique, à court terme, tant qu'on est sur ce plus bas du mois de mai, de fin mai, pas d'accélération. Si on casse ce niveau en revanche, on peut aller chercher les 6900, 6850, mais de la même façon qui n'amène pas à une tendance baissière. Sous ce niveau en revanche, cela pourrait amener à une inquiétude et on pourrait accélérer à la baisse, mais il faudrait tout de même des catalyseurs. Voilà, donc pour les niveaux techniques à surveiller, vous venez de les donner. Ça, c'est pour l'indice parisien, le CAC 40. Est-ce que la tendance est similaire aux États-Unis, Vincent Bois ? De la même façon, on a eu cette respiration. On regarde l'indice Nasdaq 100, donc c'est quand même les plus grosses valeurs de cet indice qui ont tiré le rebond depuis le début de l'année. On pense à Nvidia ou à Apple ou d'autres sociétés, Microsoft qui a également atteint son nouveau plus haut historique, le plus haut historique qu'on avait atteint justement quand on avait des taux à 0% de la Fed. Et on voit bien sur ce graphique cette hausse extrêmement importante, malgré tout de même certains risques. À plus court terme, on surveille la Russie, mais il y a également les données économiques. Il y a le ralentissement peut-être justement de la consommation, l'inflation qui reste tout de même élevée, les discours des banquiers centraux qui sont tout de même moins accommodants qu'il y a 2 ans lorsqu'on y a eu ce type de rallye. Donc on a eu cette respiration, mais qui pourrait de la même façon permettre un nouveau rebond ou un nouveau rachat. Si on repart à partir de mars, donc l'accélération, les faillites bancaires, depuis on a eu quelques respirations, mais qui a permis à chaque fois toujours de racheter justement cette légère baisse. Donc on pourrait voir en début de semaine une tentative de maintien. On a ici les 14 675 qui est le plus haut récent avant une nouvelle accélération, justement cette dernière respiration. Si on se maintient là-dessus, sur ce niveau, cela pourrait permettre à nouveau d'aller chercher le plus haut récent. C'est le plus haut qu'on a eu l'année dernière, au niveau du mois de mars-mai. On a eu ce niveau qui a bloqué les marchés. Donc tant qu'on reste sous ce niveau, il y a tout de même un risque technique de repartir à la baisse dans les quelques jours, les quelques semaines. Si on dépasse ce niveau,
eh bien, il restera simplement les plus hauts historiques qu'on avait atteints en 2021 avant la chute importante. Donc, peut-être justement, si on rachète en début de semaine, si on n'a pas de nouvelles informations, on peut aller chercher à nouveau ce plus haut que l'on voit ici sur le graphique et qu'on a atteint en juin. Si on le dépasse, eh bien, ça pourrait permettre une accélération. Au contraire, avec la fin de semaine, les banquiers centraux, toujours les mêmes données, l'inflation, les PCE, eh bien, si on casse justement ce plus bas récent sur les 14 675, attention à l'accélération baissière qui pourrait nous amener justement sur le plus bas récent. On est ici sur les 14 300. Mais tant qu'on se maintient sur ce niveau, pas forcément d'accélération baissière. Il faut de la même façon un catalyseur pour essayer d'accélérer à la baisse éventuellement. On a beaucoup parlé effectivement des données macroéconomiques, alors effectivement avec l'inflation en fin de semaine. Quand on regarde le point bas donc de mars avec cette inquiétude sur le secteur bancaire et plusieurs faillites de banques aux États-Unis, est-ce que les résultats des stress tests sur les banques américaines peuvent avoir une influence sur la tendance cette semaine? Alors si on a une réelle surprise, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont testées justement, notamment la baisse du marché immobilier commercial qui a déjà été soulignée par Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain, ou la Fed, comme un risque tout de même. Donc on va surveiller cela parce qu'il y a un test sur une baisse éventuelle de 40% de ce marché. Mais il y a peu de banques qui sont testées, environ 25 banques qui sont testées ici et probablement parmi les plus importantes, alors que le risque était plutôt sur les moyennes banques aux États-Unis. Donc probablement que ce stress test va être positif, ou en tout cas que la plupart des banques vont le passer, mais pourrait mettre en exergue finalement certains risques que les marchés vont surveiller. Donc pour moi, ce ne sera pas forcément un catalyseur de baisse important, à moins d'une très mauvaise nouvelle, mais pourrait permettre justement d'avoir des points à surveiller pour la suite de l'évolution justement des marchés. Parce qu'on est loin de cette baisse qu'on a eue mi-mars, du fait des faillites bancaires éventuelles. Sûr, oui. Le Trésor a précisé qu'il pourrait y avoir d'autres faillites bancaires. Et puis, il y a les résultats des banques qu'on aura dans 2 semaines. Et donc, eh bien, cette baisse ou cette inquiétude pourrait amener à des mises en réserve des banques plus importantes que prévues pour risque de défaut des clients. Donc probablement pas les stress tests, mais on regardera tout de même avec attention les résultats. On rappelle rapidement les niveaux techniques à surveiller sur le Nasdaq avant de passer au cours du dollar pour le coup. On est ici sur les 15 300 qui est le plus haut de juin. Si on les dépasse, eh bien, ça pourrait permettre une nouvelle accélération haussière. À la baisse, les 14 675. Attention si on vient casser ce niveau à la baisse qui pourrait nous amener à une légère baisse plus importante et revenir proche des 14 200. Aux États-Unis, toujours, que nous dit le cours du dollar, Vincent Bois, sur la confiance des investisseurs, sur cette économie, sur ces marchés, sur ce... Alors ici, nous sommes sur le dollar basket, donc il n'y a pas de contrepartie immédiate, mais on est sur un panier de réserve de ses principaux partenaires commerciaux. Et donc ça nous montre la force ou la faiblesse du dollar américain tout seul. On a le dollar américain qui est bien sûr lié au taux obligataire, qui est lié à l'économie américaine, mais qui sert également de valeur de réserve, de valeur refuge aux investisseurs. On voit bien sur le graphique que les investisseurs n'ont plus forcément de crainte. On le voit sur le VIX, on le voit également sur le dollar américain. Mais on voit tout de même au niveau technique, ce biseau, ce plancher que l'on a vu en 2023, que l'on voyait également en 2022, qui n'est pas franchi. Donc il y a tout de même des rachats importants à un certain niveau. À la hausse, de la même façon, on est sur une résistance oblique. Et donc cette forme de configuration technique pourrait nous amener, peut-être s'il y a un nouveau rebond sur les indices, un retour baissier, à nouveau sur ce plancher de 2023. D'accord. Et on pourrait par la suite, il faut toujours un catalyseur, il faut que les marchés écoutent l'économie ou la politique monétaire, pourrait amener justement à une cassure de ce biseau. On le voit ici sur la moyenne mobile 200 périodes, le plus haut que l'on a connu le mois dernier, et pourrait amener à une accélération haussière. Donc ça nous donne, tout comme le VIX qui est en baisse actuellement, un sentiment des marchés, le marché qui est toujours euphorique. On l'a vu sur le Nasdaq 100 en forte hausse. Le dollar américain, finalement, qui n'a pas d'utilité comme valeur de réserve actuellement. Mais attention, si nous avons une cassure de ce niveau du plus haut récent, pourrait amener justement à une accélération haussière et conduire à une baisse sur les marchés. Parce qu'on rappelle qu'on peut regarder le dollar aussi comme un indicateur de volatilité ou comme un indicateur supplémentaire de volatilité, même si on a le VIX, effectivement, qui nous donne cette information. Alors, au-delà de la volatilité, de l'écart des prix journaliers ou mensuels, c'est plutôt le sentiment. Si effectivement les marchés sont plutôt euphoriques ou sont plutôt positifs, ils seront moins enclins à se tourner vers des valeurs de réserve, des valeurs refuges, et notamment le cours du dollar. Et donc probablement une baisse. On le voit ici. On a en mars, on a eu une hausse avant. Lorsqu'il y a eu le retour de la liquidité suite aux faillites bancaires, le dollar américain a finalement plongé, ce qui montrait que les marchés étaient plutôt
positif sur les indices. Bien sûr. Et puis si nous avons une hausse importante, cela traduit justement un retour sur les valeurs de réserve. Donc c'est au-delà de la volatilité, c'est plutôt le sentiment des marchés. D'accord, bien sûr. Nous avons un fort rebond, et bien probablement cela pourrait amener à une incidence négative sur le marché action. Donc si je comprends bien, que ce soit le graphique du CAC 40, le Nasdaq 100 ou le dollar basket, il n'y a pas d'indicateur à court terme d'une envie de sortir des marchés financiers actions, malgré des nouvelles macroéconomiques en demi-teinte, ou en tout cas qui pourraient être un petit peu stressantes pour les marchés. Non, parce que depuis le début de l'année, on a tout de même des indications économiques pas forcément négatives, puisque le marché de l'emploi est bon, mais tout de même des indications qu'il pourrait y avoir un ralentissement. Et puis le resserrement de la politique monétaire. Donc pour le moment, il n'y a pas d'incidence sur le sentiment des marchés, et on le voit au travers des graphiques. Le CAC est tout de même pourrait descendre un peu plus, mais pas d'accélération. Au niveau technique, il n'y a pas de configuration qui nous montre qu'à très court terme, on pourrait avoir un changement d'humeur sur les marchés. Merci beaucoup Vincent Bois de nous avoir accompagnés donc pour le plan de trading dans Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes analyste technique chez IG. Merci. Merci. Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Et nous analysons à présent ensemble les actualités macroéconomiques et leur impact éventuel sur les marchés financiers. Pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés en duplex par John Plassard. Bonjour John Plassard. Bonjour Nicolas. Bienvenue dans Smart Bourse. Vous êtes spécialiste en investissement chez Mirabeau. On va commencer, John Plassard, par ces stress tests qui ont eu lieu aux États-Unis la semaine dernière. À quoi peut-on s'attendre? Les résultats vont être connus cette semaine dans le détail. À quoi peut-on s'attendre alors que, on le rappelait en première partie de cette émission, en mars dernier, les faillites de plusieurs banques régionales ont amené une large vague de stress sur les marchés financiers? Oui, vous avez tout à fait raison. C'était vraiment le secteur à regarder, le secteur qui était à risque, qui a rebondi depuis. Alors, il faut savoir qu'on va avoir les résultats de 23 banques américaines mercredi, et que vendredi, ces mêmes banques vont donner leurs commentaires. Alors, évidemment, il y a eu des turbulences. Évidemment, c'est un des examens les plus difficiles qui soit depuis des années. On sait que la Fed a mis un point d'orgue à regarder dans les comptes des banques. Mais vous savez, dans ces stress tests, Nicolas, il y a une chose qui n'est pas prise en compte, c'est la rapidité de la hausse des taux. Et on sait très bien que les banques régionales, notamment, ont été affectées par ce qu'on appelle l'effet secondaire de la rapidité de la hausse des taux l'année passée aux États-Unis, qui était la plus rapide depuis les années 80. Alors, si on prend les stress tests de 2022, la Fed avait constaté que les banques subiraient une perte cumulée de 612 milliards de dollars si on avait une grave récession économique. Ça, c'était en 2022, mais que globalement, elles disposaient encore d'environ 2 fois le capital requis par la Fed. Donc on se dit que il n'y a absolument aucun risque. Alors cette année, les tests sont encore plus difficiles parce que dans le scénario qu'ils appellent de très défavorable de la Fed, on prévoit une hausse du taux de chômage qui serait à 6,5% contre 5,8% dans les anciens tests. Et puis aussi, comme vous l'avez dit avant, un effondrement des prix de l'immobilier commercial de 40%. On sait très bien qu'évidemment, il y a une problématique ici, et surtout sur les banques régionales. Je vous rappelle ici, Nicolas, que les banques régionales américaines détiennent 80% des prêts de l'immobilier commercial aux États-Unis. Alors, ce qu'il faut faire attention aussi ici, parce qu'on imagine bien que ces stress tests vont être positif, on ne va pas avoir de grandes secousses, mais ce qu'il faut rappeler ici, c'est que ce qu'on a eu en début d'année aux États-Unis et en Europe, notamment avec la reprise du Crédit Suisse par l'UBS, ce n'était pas un problème de liquidité, ce n'était pas un problème de ratio de capital, c'était un problème de confiance. Et quand vous avez la confiance qui flanche, c'est très difficile d'inverser la tendance. Il faut rappeler une chose très précise, c'est que, en fait, si en début d'année, on avait appliqué ces stress tests à Silicon Valley Bank qui a fait faillite, la Silicon Valley Bank aurait
passer ces stress tests. Donc on est dans une situation où les résultats qu'on va avoir mercredi nous traduisent pas exactement l'avenir du secteur bancaire, puisqu'on sait qu'il y a cette donnée que personne ne maîtrise, qui est la donnée de la confiance. Et c'est ça le problème avec ces tests. On a beau monter le taux de chômage dans un cas de dépression économique, ce n'est pas ce qui va nous donner une indication exacte. Lorsque les gens perdent confiance dans une banque, dans plusieurs banques, on ne peut pas éviter que les gens aillent retirer leur argent, par exemple, ce qu'on appelle un bank run aux États-Unis. Pour autant, malgré effectivement cet indicateur confiance qu'on ne peut pas maîtriser, ça reste un indicateur, ces stress tests, John Plassard, d'une bonne santé du secteur bancaire américain. Oui, je dirais que c'est... Alors oui, tout à fait. Alors pour répondre à votre question, oui, mais je dirais aussi c'est pour que la Réserve fédérale américaine ait bonne conscience, puisqu'elle pourra toujours dire qu'elle a fait passer des tests aux banques et que ces banques mêmes, parce qu'il y a eu un changement de réglementation en 2018 concernant les ratios de liquidité, ce n'est pas de leur faute. Donc je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le regarder. Moi, je reste persuadé aujourd'hui qu'avec la baisse de l'immobilier commercial, qu'on va avoir des petites et moyennes banques qui vont continuer à faire faillite aux États-Unis. Alors, ça ne va pas être dramatique, mais il ne faut pas oublier que c'est un chapitre qui n'est pas clos. Et ce n'est pas parce qu'on a, depuis 1 mois et demi, pas entendu parler des banques régionales que c'est un chapitre qui n'est pas clos, d'autant plus que la Réserve fédérale américaine, si on parle des États-Unis, la Réserve fédérale américaine a dit, alors à voir si ce sera vrai ou pas, mais a dit qu'elle allait continuer à monter ses taux. Et selon les projections de la Fed de la dernière réunion, ce serait encore deux hausses de taux avant la fin de l'année. Donc on voit que l'impact de la hausse des taux sur les prêts ou sur les remboursements de prêts ou sur les besoins de liquidité, va encore avoir un impact cette année aux États-Unis sur les banques. Un mot, John Plassard, des événements de ce week-end en Russie à présent. Donc on a pu tous suivre la marche de Wagner vers Moscou, marche qui a finalement été annulée dimanche. Le président biélorusse s'est interposé, a lancé des pourparlers du coup avec Evgeny Prigojine, et qui finalement a d'ailleurs décidé de s'exiler en Biélorussie. Quel impact cela peut-il avoir sur les marchés financiers, John Plassard ? Écoutez, alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est très difficile de donner un scénario, bien évidemment. Mais d'abord, sur le court terme, on a vu le prix du gaz qui a monté de 10% ce matin en Europe. Pourquoi ? Parce qu'il y a des incertitudes quant à ce qui va se passer dans le futur. La deuxième chose, c'est que le prix du baril aussi a monté légèrement, avant de se dégonfler un peu, mais a monté légèrement. Donc on voit que sur le prix de l'énergie, évidemment, il y a un impact. Alors, ce qu'on peut imaginer dans un des scénarios, dans un des multiples scénarios, c'est que potentiellement, il y a un affaiblissement de Vladimir Poutine et qu'on arrive à un moment ou un autre à une table des négociations grâce à la Chine, où la Chine pousse en ce sens. Et évidemment, on arrive dans une situation où, pour l'Europe, c'est tout bénéfice, avec tous les guillemets évidemment que ça comporte, mais on peut imaginer que la vague de réfugiés économiques et politiques et humains qui est arrivée en Europe, reparte en Ukraine. On peut imaginer que la reconstruction de l'Ukraine, vous avez de nombreuses entreprises européennes et évidemment américaines qui se sont déjà positionnées sur la reconstruction de l'Ukraine lorsqu'il y aura un traité de paix, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais qui sera donné. Et vous savez, il y a 1 an de ça, lorsqu'on parlait potentiellement d'une pause dans le conflit en Ukraine, on se disait que ça allait être déflationniste parce que, on aurait le premier producteur de pétrole, c'est la Russie, on aurait moins d'acheteurs en face où les prix seraient baissés. Mais il ne faut pas oublier que depuis 1 an, on sait très bien que la Chine, l'Inde achète beaucoup à la Russie, donc les prix vont quand même se maintenir à un certain niveau. Et en plus, si on parle de reconstruction de l'Ukraine pour l'Europe par exemple, c'est plus inflationniste que déflationniste. Donc ce serait potentiellement positif pour les matières premières, les actions de pays émergents et puis évidemment les actions européennes pour les entreprises qui bénéficieraient d'une potentielle reconstruction de l'Ukraine. Mais tout ça est à mettre évidemment avec tous les guillemets justifiés.
Pour finir, John Plassard, un mot marché peut-être à présent. Alors la semaine qui s'ouvre est encore une semaine avec de grands rendez-vous macroéconomiques, que ce soit en matière d'indicateurs ou de statistiques économiques, mais aussi de prise de parole de banquiers centraux. La consolidation, temporisation que l'on a vue sur les marchés la semaine dernière, peut-elle, va-t-elle se poursuivre cette semaine encore sur les marchés selon vous ? Écoutez, selon moi, oui, puisqu'on a vu que cette consolidation, alors on ne parle pas de correction, on parle de consolidation comme vous l'avez dit Nicolas, mais il y a une chose qui est très importante, c'est qu'on a des divergences de points de vue qui sont très importantes entre le consensus qui parie sur une récession, par exemple aux États-Unis, et les membres de la Fed qui sont réunis à 10 jours, qui ne parient pas du tout. Vous n'avez pas un membre de la Fed qui parie sur une récession cette année. Donc on voit déjà que là, il y a une divergence. Donc où, sur cette divergence, le consensus abaisse ses estimations et on se dit qu'on a un problème à ce niveau-là parce qu'on a mal vu ce qui allait se passer au niveau économique. Et d'un autre côté, on a une autre divergence qui est plus importante, c'est concernant les hausses de taux. Vous savez, on en parlait juste avant, les prévisions de la Réserve fédérale américaine, qui ont été répétées la semaine passée par Jérôme Powell, étaient qu'il ne voyait pas un souci d'avoir encore 2 hausses de taux cette année. Alors que le consensus, si vous regardez les projections, vous avez seulement 7% du consensus qui parie sur 2 hausses de taux avant la fin de l'année. Alors qu'est-ce qui se passe ? Où le consensus remonte ses estimations pour qu'il y ait 1 ou 2 hausses de taux, et donc ça c'est pas très bon pour les marchés, surtout les valeurs de croissance et les valeurs technologiques aux États-Unis, où vous avez la Réserve fédérale américaine qui, à travers de nouvelles statistiques, baisse ses estimations, et évidemment la confiance qu'ont les investisseurs dans la Réserve fédérale américaine, dans la Banque centrale européenne aussi qui veut monter ses taux, est mise à mal, et ça c'est pas bon pour les marchés. Donc je dirais que la consolidation pourrait se poursuivre jusqu'à que le consensus et les banques centrales s'accordent d'une certaine manière sur une vision économique et monétaire sur la deuxième partie de l'année. Donc, ce qui veut dire que les prises de parole des banquiers centraux sur les 2 dernières semaines n'ont pas suffi à faire changer de scénario les marchés en matière de nombre de hausses de taux. Oui, exactement. Et c'est ça qui est assez étrange, c'est qu'on a vraiment l'impression que le consensus ne croit pas un mot de ce que disent les banquiers centraux. Et la raison, elle est assez simple. Vous vous souvenez, l'année passée, les banques centrales, toutes les banques centrales s'étaient totalement trompées sur le cycle inflationniste et sur le cycle de hausse ou de baisse de taux, sur le cycle monétaire, puisque en début d'année 2022, il faut le rappeler, la Fed tablait sur 3 hausses de taux sur toute l'année et on en a eu 17 sur toute l'année. Donc en fait, on a l'impression, le consensus ne croit pas parce que les banquiers centraux sont tellement trompés en 2022 que pour 2023, ils pensent que ça va être la même chose. Donc effectivement, malgré le fait qu'on répète les choses, vous savez, cette fameuse forward guidance, expliquer ce qu'on va faire dans le futur, ça ne fonctionne pas parce que le consensus reste sur ses propres données d'une certaine manière. Merci beaucoup John Plassard de nous avoir accompagnés à la mi-journée dans Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes spécialiste en investissement chez Mirabeau. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse.